Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ultra spéciale puisque c'est la première fois que je vais faire ça sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo en duo avec Audrey pour la playlist à vous mais utile. Je vous avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai juste ici où je vous parle un peu de le rapport à la maternité, à la parentalité, etc. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie d'inviter Audrey sur la chaîne parce que moi je l'ai découverte sur Instagram. Je vous mettrai toutes les infos en description, etc. si jamais vous ne la connaissez pas et que vous voulez aller checker. Et je suis absolument convaincue que ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle a à dire de manière générale aidera, déculpabilisera et rassurera plus d'une sur le sujet, que vous soyez parent ou pas. C'est ultra intéressant. Je vais solliciter Audrey, vous allez voir tout au long de la vidéo, sur différents sujets. Donc aujourd'hui on accueille sur la chaîne Audrey. Audrey, enchantée, bonjour. C'est la première fois qu'on se voit pour de vrai de faux, puisqu'en soi il y a quand même un monde entre nous, un océan qui nous sépare. Mais je suis ravie de t'accueillir pour cette vidéo. Je te laisse te présenter rapidement, tu le feras mieux que moi avec des mots plus justes. Super, alors merci déjà du coup pour cette vidéo et ce contenu. Alors moi donc je suis Audrey, je suis infirmière diplômée d'État en France et je suis expatriée au Canada, donc d'où l'océan qui nous sépare depuis 6 ans maintenant. Et donc en fait ici je suis infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité. En gros, un peu l'équivalent de l'infirmière entre l'infirmière puéricultrice en France et la sage-femme, entre les deux. Parce que ici je fais des accouchements, enfin à l'hôpital en tout cas, j'ai un rôle plus élevé, plus élaboré en tout cas que celui que j'avais en France, mais en même temps je suis pas non plus dans le médical. Enfin voilà, c'est un peu des deux. Et donc ça fait 19 ans à peu près que je travaille auprès de l'enfant et de sa famille. Donc voilà, du coup je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est périnatalité, tout ce qui va être du désir de grossesse, de l'envie en fait de devenir maman jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Je savais pas que tu bossais même en amont du projet de naissance et du projet bébé, du projet au global, mais même ah oui, ça va jusqu'aux prémices de l'idée même d'avoir ok. Exactement. L'idée c'est ça, l'idée Chouette. c'est de, si tu veux, les mamans peuvent me contacter du moment en fait où elles ont ce désir de devenir mère, soit elles rencontrent des difficultés, donc on peut les accompagner dans tout ce qui va être alimentation, fertilité, tu vois, avec plusieurs sciences, et puis après dans aussi le positionnement qu'elles vont avoir en tant que femmes, cet accompagnement de vie psychique, un petit peu l'état de mère qui va naître. Donc en fait voilà, dans les compétences en tout cas, il est possible de le faire. Ok, canon, trop chouette. Donc moi comme je disais dans l'introduction, je suivais Audrey via le compte Instagram dédié. Je vous remettrai tout de toute façon dans la description. Mais moi à titre hyper personnel, c'était un peu la dose et la touche de bienveillance qu'il m'a fallu, parce que c'est à chaque nouvelle aventure, et la maternité, on sait à quel point c'est une folle aventure, enfin la parentalité au global, parce que même Roman, mon compagnon et le papa du coup de Sandro, il adore suivre ton contenu, ça nous rassure tous les deux. Et je trouve ça chouette aussi de les mettre un peu en lumière et en avant, mais ouais, moi je sais que j'aime bien parce que c'est ultra rare en réalité de trouver juste des personnes, des profils comme le tien qui en fait te déculpabilisent, enfin qui te donnent des conseils sans te donner d'opinion finalement, et qui juste te font part de ce qui est vrai et te laissent un peu en fait prendre à ta sauce et faire comme tu le souhaites en fonction d'éléments un peu scientifiques malgré tout, mais de manière quand même assez libre et juste ouais, de manière bienveillante. Je trouve ça ultra rare et ultra chouette. Du coup merci d'exister, merci pour ça, je tenais quand même à te le dire. Donc aujourd'hui du coup le sujet de la vidéo, ça va être un peu de mettre en lumière, comme je disais, les préjugés, etc., les idées reçues sur la maternité. Donc on a sondé un peu ma communauté sur Instagram avec ce qu'on entend le plus souvent, qu'on soit parent ou pas, hein, qu'on soit en projet bébé ou pas, mais on a tous entendu ces phrases un peu fatigantes parfois sur le sujet. Et ça va être, donc aujourd'hui ça va être une discussion un peu à cœur ouvert avec nos expériences aussi de maman, puisque t'es aussi maman. Le premier truc qui est ressorti vraiment à fond, c'est le côté laisser un enfant pleurer, mais sur tous les sujets. Je sais que tu parles beaucoup du sommeil, etc., et on est tous dans la quête du ok, comment faire pour que bébé dorme, attends mais il a 3 semaines, il fait pas ses nuits, quelle horreur. Et tout le monde nous dit non mais attends, moi mes enfants je les laissais pleurer, ils en sont pas morts. Tu as cette phrase qui est atroce et qu'on entend tout le temps, faut le laisser pleurer, il va apprendre, c'est comme ça qu'on apprend, etc. C'est un truc qu'on entend tous, tout le temps, et je sais que c'est un truc qui tient aussi à cœur. Je te laisse intervenir sur le sujet qui moi aussi m'énerve un petit peu. En fait, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, avant même, si tu veux, de parler de neurosciences, parce qu'on nous martèle avec les dernières recherches, c'est un peu l'argument phare des personnes qui vont te dire de ne pas laisser pleurer ton bébé, c'est tout de suite, ah bah tu sais, les neurosciences, etc. Mais
les recherches ne sont pas à mettre pour moi dans les mains du grand public. C'est-à-dire que en gros, oui, ok, il y a des recherches qui ont dit ça, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire ces recherches? Avant même, si tu veux, d'aller dans le côté scientifique, quand t'es maman, quand t'es papa, que tu te retrouves en fait face à un bébé, tout petit bébé qui est complètement vulnérable et complètement dépendant en fait de toi et qui pleure, qu'est-ce que tu as envie de faire? La première des choses, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est de le prendre dans tes bras et de le rassurer. Ouais, carrément. Ça, c'est instinctif. Si tu veux, c'est même pas sans qu'on se pose la question en fait, si tu veux, avant que les autres finalement nous renvoient cette idée reçue, ben on le fait pas. D'emblée, on le fait pas. Et c'est quand on va se confronter aux autres, donc aux autres courants de pensée, aux autres façons de faire qui sont finalement des ancrages qui ont du mal à disparaître, et il y en a des milliers, des ancrages, des injonctions qui ont du mal à disparaître avec le temps. On se dit, ils te disent, ah mais non, mais laisse-le pleurer, tu verras, il va apprendre. Mais toi-même, t'es maman, t'es papa, et ça fait pas de sens pour toi. Ça fait pas de sens pour toi. Tu te dis, mais voyons, pourquoi je vais le laisser pleurer, le pauvre? Tu sais, c'est la première chose qui te vient. Et au-delà de ça, effectivement, laisser pleurer un enfant volontairement, il n'y a rien de bon à faire ça. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, on n'apprend pas quelque chose dans le conflit. On n'apprend pas quelque chose de positif quand on est dans une interaction négative. Quand on répond pas volontairement aux pleurs de son bébé, on est dans une interaction négative. C'est-à-dire qu'on est dans la volonté d'un apprentissage qui va être complètement faussé parce qu'on le fait par la force. En gros, si tu veux, c'est pour vraiment essayer de rendre accessible justement ce contenu scientifique. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Derrière le on n'en est pas mort, eh bien voilà, je mets au défi aujourd'hui les personnes qui vont te dire ça, de faire un petit voyage à l'intérieur d'eux-mêmes et de voir s'ils sont vraiment bien dans leur tête et dans leur vie en fait. C'est ça souvent, on n'en est pas mort, ok. Quel adulte tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es un adulte serein? Est-ce que tu es un adulte qui sait gérer ses frustrations et ses colères de façon parfaite? Est-ce que tu es un adulte complètement, si tu veux, vraiment apaisé dans ta vie? Rarement sont les personnes qui le sont. Ouais, j'en doute aussi. Mais c'est ça, c'est parce que je pense aussi qu'on considère, enfin j'ai l'impression en tout cas moi, même mes proches, ma famille, même j'entends ce genre de phrases qui me disent un peu, enfin en gros l'enfant est même pas considéré comme un être humain, tu sais, à part entière, c'est juste, bon, dans les premières années de vie, un être dont tu dois t'occuper, mais sans avoir conscience de l'incidence en fait que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour sa construction quoi. Et donc effectivement ces phrases là de on n'en est pas mort, oui mais moi j'ai envie de mieux, j'ai pas juste envie qu'il ne meure pas, j'ai envie qu'il s'épanouisse quoi, tu vois, il y a un vrai enjeu de bien-être quand même malgré tout derrière. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça passe complètement à la trappe derrière des vrais enjeux de ah non mais un bébé doit faire ses nuits, un bébé doit être autonome et s'endormir seul, doit ceci cela, sinon c'est qu'il y a un problème et donc t'es une mauvaise mère, un mauvais père machin. Enfin il y a un vrai sujet autour de ça qui est ultra angoissant quand tu viens d'avoir ton bébé, tu te dis mais je suis pas normale et au final t'oublies le vrai sujet qui est de se dire bah mon enfant je suis là pour qu'il devienne quelqu'un et qui s'épanouisse au max quoi. Exactement ça. Il y a quelque chose qui est très important Karine, c'est de comprendre l'histoire. Tu sais moi je suis quelqu'un et je pense que c'est ce qui m'a amenée à ce métier aussi et à créer du contenu un petit peu informatif sur les réseaux, c'est que j'aime comprendre. Depuis toute petite, je suis comme ça. Tu me dis quelque chose et je suis comme ça dans ma vie. Je veux dire, je suis issue d'une famille multiculturelle, ne serait-ce que par la religion, par exemple. Quand on me dit, bah, fais pas ça, c'est mal, mais pourquoi? J'ai toujours cherché à comprendre. Et donc, ça c'est venu en tant que professionnel, finalement, cet état d'esprit, venir nourrir un petit peu ma pratique et mon envie de partager ça aux gens, essayer de comprendre avant. Si on regarde l'histoire, pourquoi on en vient aujourd'hui à dire laisser pleurer bébé? Tu sais, à la base, on ne laissait pas pleurer bébé. D'accord? À la base, je veux dire, historiquement parlant, les mamans maternaient leur enfant. Materner, ça veut simplement dire répondre aux besoins de son bébé. Donc, le nourrir, le langer, le porter. Enfin, tu vois, répondre à ses besoins fondamentaux. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, ces femmes, elles n'ont plus pu materner leur enfant. Elles n'ont plus pu répondre aux besoins de leur enfant parce qu'elles ont dû prendre la place de leur mari qui, eux, étaient partis pour la guerre. Donc, étaient partis combattre. Et ça, c'est valable dans beaucoup de pays. Je ne parle pas des guerres qu'on connaît tous, mais vraiment des guerres dans n'importe quel endroit. Les femmes ont dû prendre une place dans ce monde qui était loin de leurs enfants et loin de ce maternage, en fait, qui est finalement instinctif. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un bébé, il est dépendant de sa maman et de la personne, en tout cas, qui s'en occupe. Donc, il a commencé à exprimer ses besoins, à pleurer
à pleurer, sauf qu'il fallait les faire taire, ces enfants. Il fallait leur dire non, 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 moi je peux pas être là, moi j'ai besoin d'être au champ, j'ai besoin d'être au charbon, là j'ai besoin d'aller travailler. Donc il a fallu trouver des solutions. Donc soit lui laisser pleurer, mais c'était quand même pas supportable pour la nourrice ou pour la personne qui s'en occupait. Et donc on est allé dire ok, bon, moi je veux faire taire ces pleurs-là. Et donc on a commencé à donner des sirops, des choses en fait qui allaient induire, si tu veux, chimiquement le sommeil et l'apaisement du bébé. Ouais. Donc, si tu veux, tu avais des sirops de terralène, pour les gens qui connaissent, des sirops de morphine qui entraînent une baisse de la respiration, donc de la relaxation et donc du sommeil. Et donc, si tu veux, c'est comme ça un petit peu que se sont transmis de génération en génération ces fameuses injonctions et ces fameux ancrages de un bébé, faut que ça se taise parce que moi, je suis occupée, je dois faire autre chose. Et en fait, c'est ça, si tu veux. Et donc, ça s'est transmis avec tout ce qui est transmission intergénérationnelle, les modifications du discours, etc. Et puis, c'est devenu c'est une chose, on peut pas répondre à ses pleurs, on peut pas l'accompagner, on n'a pas le temps, on doit être au travail, on doit être dehors, on peut pas, donc il faut les faire taire, donc on les laisse pleurer. De toute façon, il va finir par comprendre. Donc, faut comprendre en fait, d'accord ? Et aujourd'hui, on a cette notion on a cette volonté aujourd'hui de bien-être et de dire non, attends, ça fait pas de sens pour moi, je veux pas faire ça, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, je l'accompagne. C'est exactement ce que tu dis. C'est fou, tu vois, c'est ultra intéressant, je pensais pas que ça allait si loin. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on entend et effectivement, ce que tu disais, le côté comprendre, mais en fait ça prend tout son sens, mais à tous les niveaux de la vie de manière générale, encore plus là quand ça concerne une vie humaine et celle de ton bébé quoi, plutôt que d'écouter juste des idées reçues et ça a beaucoup de sens. Ok, sur ce point, on va passer sur un autre sujet que je pense aussi tu dois entendre 1000 fois par jour à peu près, le sujet de l'enfant gâté, de l'enfant roi, de l'enfant star, si justement tu viens répondre à ses besoins alors que a priori, enfin selon moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même notre fonction première, à savoir materner ton enfant et t'en occuper pour déjà pour qu'il reste en vie tranquillement et pour qu'il puisse s'épanouir et vivre, voilà. Mais a priori aujourd'hui, quand tu l'écoutes trop, ça va devenir une mauvaise personne. Si tu réponds trop à ses besoins et si quand il pleure, tu le prends dans les bras et machin, c'est visiblement négatif quoi. C'est fou hein, parce que si tu veux, quand on rapporte un petit peu les situations qui posent problème dans la vie de certaines personnes, dans leur vie de parents et qui, comme tu dis, caprice, si je le prends trop dans mes bras, etc. Quand on rapporte un petit peu ça à notre vie d'adulte, qui ne se sent pas bien dans les bras d'une autre personne, qui ne se sent pas bien quand quand son conjoint le prend dans ses bras, je veux dire dans l'intimité, je veux dire le contact physique, c'est la base de la vie en fait. Je veux dire le contact physique entraîne des interactions plus ou moins profondes d'une personne à une autre et crée aujourd'hui des relations bien plus complexes comme les relations amoureuses, comme les couples, comme procréer, comme je veux dire le contact physique, c'est la base. C'est la base de tout en fait. C'est-à-dire que chimiquement parlant, quand tu rentres en contact avec une autre personne, tu crées des connexions positives dans ces neurones en fait. En gros, tu crées plein de connexions positives et tu nourris tout le positif à l'intérieur de cette personne. À quel moment l'enfant n'est pas une personne ? À quel moment l'enfant qui est en face de toi n'est pas une personne ? Donc, ce n'est pas un objet qui était venu rajouter à ta vie, c'est une personne qui, elle aussi, a besoin d'interactions positives. Et donc a besoin de contact. Et c'est pas moi qui le dis. Je veux dire, c'est la physiologie, c'est la nature, c'est même la science aujourd'hui le prouve, mais la nature le dit. On se sent bien quand on est au contact d'une personne. On ne saurait l'expliquer pourquoi. La science l'explique, mais on se sent bien. La science, elle l'explique par la sécrétion de certaines hormones. Donc l'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone principale de la relation, je veux dire, amoureuse, physique, amicale. L'ocytocine est quand même sécrétée quand il y a des rapports intimes entre deux personnes. Donc, pour vous dire à quel point l'ocytocine est importante dans les interactions humaines. Elle n'est pas sécrétée à outrance chez un bébé, mais c'est à la limite, si tu veux, de la notion de plaisir que reçoit ce bébé ou cet enfant quand vous êtes à son contact. Et donc, cet enfant qui est complètement vulnérable, qui lui ne connaît rien à votre vie, c'est-à-dire tout ce qui vous paraît à vous normal, logique, habituel, ne l'est pas pour lui. C'est un nouveau monde qu'il est en train d'apprivoiser. Et ce nouveau monde, en étant à son contact, on lui permet de l'apprivoiser de façon sereine et positive. C'est tout, en fait. Donc, l'histoire de « tu vas trop le prendre dans tes bras, il va prendre de mauvaises habitudes », à quel moment un homme, une femme, prend de mauvaises habitudes dans les bras de son partenaire ? À quel moment ? Ouais, c'est vrai. Ça fait du sens quand tu le rapportes juste à nos vies à nous, quoi. Effectivement, ouais.
C'est tout simplement, en fait, tu te mets à la hauteur de l'enfant, tu te dis, OK, Ouais. moi, en tant qu'adulte, c'est quoi le besoin que j'aurais à la place de mon enfant dans telle ou telle situation? Eh ben, j'aurais peut-être besoin qu'on me prenne la main, j'aurais peut-être besoin qu'on me prenne dans les bras et ça me ferait du bien. Si je suis en larmes, peut-être que juste me prendre dans mes bras, ça va me faire du bien, ça va m'apaiser. Donc, on va jamais en faire un enfant trop gâté. Au pire, on peut en faire quelqu'un qui a une confiance au plafond, mais c'est tout en fait, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas faire de mal à quelqu'un, on peut pas en faire une mauvaise personne quand on va répondre aux besoins fondamentaux qui est le contact physique. C'est une question de survie pour un bébé. On parle vraiment de survie. Ces connexions-là, elles permettent le développement de l'enfant. On se développe tous au contact de l'autre. Et votre enfant aussi, en fait, tout simplement. Donc, en fait, si on ramène vraiment les choses et on les simplifie, ça fait beaucoup plus de sens que commencer à aller chercher des explications à droite, à gauche, etc. Non, ramène juste à toi et voilà, mets-toi au niveau de ton enfant et regarde-toi comment tu aurais réagi, qu'est-ce que tu aurais voulu comme réponse à ce besoin-là. Le côté, tu as ramené le côté enfant gâté, caprice, etc. C'est la même chose. Aujourd'hui, ça me fait sourire parce que il y a combien d'adultes ne savent pas gérer leurs émotions? Combien d'adultes pètent un plomb quand tu les contredis? Combien? Tu vois? Et finalement, c'est cette personne-là qu'on n'a pas envie qu'elle devienne. On n'a pas envie que notre enfant devienne cette personne qui, à la moindre frustration, va péter les plombs et ne va pas gérer ses émotions. Tu as vu quand même des fois des situations où les gens, juste parce qu'ils sont pas d'accord, ils sont prêts à se taper dessus. Là, mon gars, on te dit pas que tu es capricieux. Pourtant, tu l'es. Ouais, clairement. Ouais, donc, c'est clair. Voilà. C'est un petit peu ce mind, cet esprit, si tu veux, cette gymnastique un petit peu d'esprit qui pour moi est importante à transmettre. Vraiment, réfléchissez. Ouais, qui est primordial, mais en soi, c'est juste du bon sens en vrai quand tu réfléchis. Tu te dis juste, mets-toi à sa place, quoi, en tant qu'être humain, avant que ce soit ton bébé ou quoi que ce soit, juste en tant qu'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir libérées après avoir vu cette vidéo, en tout cas j'espère. Autre point, côté un peu contraindre son enfant, c'est vrai que c'est un peu la continuité de ce qu'on disait, c'est un peu la punition comme clé de tout. Le punir c'est pas grave, potentiellement même les fesser c'est pas grave, il faut qu'il apprenne un peu le côté, il faut le dresser en fait ton enfant, et si jamais tu le laisses te parler ou te répondre ou échanger avec toi sur une consigne que tu lui as donnée, c'est mal, tu vas encore une fois, ça va être un enfant roi, un enfant capricieux, etc. Vraiment le côté un peu dressage, ouais, finalement, de l'enfant. Un enfant, qu'est-ce que c'est? Un enfant, c'est un être qu'on a porté pendant 9 mois, qu'on a désiré pour la plupart du temps et parfois pas. Ça arrive qu'on n'ait pas désiré, mais qu'en tout cas, on se retrouve avec un enfant. Un enfant, c'est un être qui est à côté de nous, d'accord? On a nous, puis on a l'enfant à côté. Et le côté, moi, je déteste les il faut, d'accord? Il faut, il doit. Je n'aime pas ça parce qu'encore une fois, on doit. La seule chose qu'on doit faire, ce serait considérer cet enfant comme un être humain à part entière, tout simplement. Un être humain, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, aujourd'hui, on parle même plus de dressage quand on parle de chien, on parle d'éducation. Éduquer quelqu'un, c'est lui transmettre des outils pour réussir à avoir un certain comportement qui va être adapté à une vie en société. Tu sais, c'est un petit peu, je veux dire, le principe. Donc, quand tu as un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre cet enfant à côté de toi, il va marcher à côté de toi, puis toi, ton rôle, ça va être de marcher à côté de lui. Ça va pas être de le faire marcher droit, mais de marcher à côté de lui et de l'aider à faire en sorte qu'il arrive à marcher droit, en fait, qui réussisse par ses propres moyens à marcher droit. Et comment est-ce qu'on fait ça? On lui transmet des outils, on lui transmet des choses. Et c'est une transmission avant tout, l'éducation. C'est une transmission. Donc, quand on va dire une fessée, une punition, aujourd'hui, encore une fois, en tant qu'adulte, quand on agit mal, quand on ne se comporte pas correctement, qu'est-ce qui se passe? On a des conséquences. On subit des conséquences. Voilà, si tu insultes quelqu'un dans la rue ou ton patron ou je ne sais pas qui, ou je prends des exemples, peu importe, tu vas subir les conséquences de tes actes, de tes choix. D'accord? Moi, j'invite toujours les parents et je parle jamais d'une pédagogie à proprement parler ou d'une approche à proprement parler. C'est vraiment vous-même face à vous-même, en fait, tout simplement. Je veux dire, on va proposer à son enfant de prendre la bonne direction. Donc, on va lui apprendre qu'il y a certains choix qui sont les bons, puis il y a certains choix qui vont entraîner des conséquences. Et les conséquences, ce sont pour moi, c'est pas, j'aime pas le mot, voilà, j'utilise pas le mot punition, mais conséquences de ces actes, eh bien, c'est que si je décide, on va prendre un cas de la vie de tous les jours, ok? J'ai un verre sur la table, l'enfant n'est pas capable de tenir le verre correctement, puis quand il va le prendre, il va renverser l'eau. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai le choix? Soit je pète un câble, il n'a pas fait ce que je voulais et je pète un plomb parce que je veux qu'il fasse ce qu'il dit, point à la ligne, etc.
Donc, il va être puni d'avoir fait ça finalement parce que il n'a pas écouté ce que je lui disais. Donc, finalement, c'est moi, je vais répondre à mon besoin d'adulte de contrôle sur une autre personne. C'est tout ce que je vais faire. Ou alors, je vais dire, OK, regarde, moi, je t'avais conseillé de pas prendre ce verre parce que tu risquais de renverser l'eau. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui vas nettoyer l'eau. Parce que nettoyer l'eau, c'est pénible, en fait. Donc, tu vas subir les conséquences, finalement, de ton acte. Tu as fait le mauvais choix. Tu aurais pu choisir de suivre mes recommandations et de ne pas prendre ce verre, sauf que tu ne l'as pas fait. Donc, tu vas forcément subir les conséquences de tes actes. Donc, tu vas prendre un chiffon et puis tu vas nettoyer ça. Et puis, la prochaine fois, peut-être que tu ne le feras pas. Et tu expliques ça à ton enfant. Donc, on n'est pas dans le cas d'une punition, on est le cas d'un regarde. Moi, je t'ai proposé 2 choix. Tu as fait le mauvais, tu en subis les conséquences. Ça ne veut pas dire que je vais lui dire « Oh non, c'est pas grave, mon chouchou, c'est pas grave, tu as fait tomber le verre, bon, c'est pas grave, c'est maman qui va nettoyer. » Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire « Je te laisse faire et je vais faire en sorte que tu ne fasses jamais les mauvais choix. » Non, mon rôle à moi, c'est de te guider à faire les bons choix. Et ça vaut pour tout. Quand, par exemple, tu vas être… Je prends l'exemple de ce matin, j'ai eu un commentaire sous un post qui disait « Ah, ma fille, elle veut toujours du chocolat, mais je peux pas lui donner du chocolat tout le temps. » Mais c'est vrai, tu peux pas lui donner du chocolat tout le temps parce que le chocolat, c'est pas super bon pour la santé. C'est plein de sucre. Tu vois, je veux dire, ton devoir, c'est de prendre soin de ton enfant. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire, OK, elle va se mettre en colère. Mais ton bébé, il a 2 ans, 3 ans, je sais pas quel âge il a le choix aussi. Soit il se met en colère, soit il comprend ce que tu lui dis. S'il se met en colère, il va certainement être isolé parce que oui, il a le droit de se mettre en colère, il a le droit de péter un câble ou de criser parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. On parle pas de caprice, on parle il n'arrive pas à gérer ce qui est en train de se passer. Lui, il veut quelque chose, il comprend pas que tu lui donnes pas. Donc, OK, elle a le droit de pas comprendre. Par contre, toi, tu as le droit en tant qu'adulte de ne pas entendre ses cris, de ne pas subir, en fait, finalement, cette mauvaise gestion et cette tempête émotionnelle. Donc, tu peux isoler ton enfant, lui dire, OK, ça, on va aller dans l'endroit où tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux, criser, pleurer, tout ce que tu veux, mais dans une autre pièce parce que moi, j'ai pas envie, tu vois, de subir ça. Et après, tu reviens avec l'enfant. Tu dis, OK, regarde, le chocolat, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ton ventre, ça va te faire mal au ventre. Tu vois, tu expliques les choses. C'est pour ça que je t'en donne pas. Par contre, à tel moment de la journée, tu peux en prendre. Tu vois, c'est complètement différent. J'ai pas puni mon enfant parce qu'il a pété un câble parce que j'ai pas donné un chocolat. Non, je lui ai expliqué, mais j'ai posé des limites aussi. Je ne cède pas. Donc, tu sais, c'est toute la nuance à trouver. Ouais, c'est ça, c'est ultra intéressant de se dire qu'en fait on se positionne en tant qu'adulte et tu relevais un point sur le contrôle fric un petit peu, et je pense que c'est un peu le cœur du problème entre guillemets, c'est qu'en fait on se positionne pas en tant que parent qui a une mission entre guillemets envers cet enfant, mais juste en tant que parent tout court. Et du coup on voit tout ce qui se passe comme des échecs qu'on vient juste, enfin c'est juste nous les coupables quoi. Et donc du coup on prend tout ultra à cœur et avec cette impression que tout est notre faute et que du coup on doit s'énerver machin, alors qu'en fait effectivement comme tu disais le sujet c'est juste qu'on doit l'accompagner et pas être ou faire à sa place. Je trouve que c'est ultra intéressant, enfin c'est vrai que même moi parfois j'oublie ce point là, à me dire mince s'il l'a pas fait c'est ma faute, donc soit c'est à moi de m'énerver, soit c'est à moi de me remettre en question, alors que non, il est effectivement dans une quête, dans un apprentissage continu, et c'est ultra important de bien le garder en tête pour éviter de prendre les mauvaises décisions. Et puis il y a aussi une catégorie entre guillemets qu'on vient relever ici qui va être vraiment sujet purement de la maternité, avec les frustrations entre guillemets qui sont axées autour de la maternité. Du coup ce qu'on vient un peu se reprocher à soi-même. Je sais que je vois souvent passer sur ton compte Instagram toutes les foires aux questions que moi je suis au quotidien, parce que il y a ce côté où on est tout le temps en train de se comparer, et ce que j'aime voir dans ton contenu, c'est qu'en fait tu nous ramènes un peu à l'essentiel, qui est qu'un enfant est un enfant, un être humain à part entière, et que ça ne sert à rien de se comparer, que X peut faire ses nuits à 2 mois et que Y par contre ne le fera pas, et il n'y a pas une situation anormale, etc. Et il y a un sujet qui revient beaucoup, qui est le sujet des nuits et du sommeil des parents, etc. et de la culpabilisation qui est de se dire voilà, à partir du moment où tu as un bébé tu ne dors plus, et si lui-même n'arrive pas à dormir c'est ta faute et c'est un problème, et il y a des règles absolues à suivre sur le sujet du sommeil du bébé quoi, qui est un sujet un peu traumatisant je pense pour tous les parents. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un défi dans le sommeil, c'est que c'est un processus évolutif. Donc en fait, c'est-à-dire on sait dormir, mais le sommeil de l'enfant va évoluer en fonction de son développement. Donc ça, c'est une première chose à savoir, c'est-à-dire que mon enfant sait dormir, par contre son sommeil va être perturbé pendant au moins les bien 18 mois, 2 premières années de sa vie, parce que tout vient perturber les besoins fondamentaux, et le sommeil est un besoin fondamental. Donc on va placer le sommeil au même niveau que l'alimentation.
C'est-à-dire que quand je vais avoir un coup de stress ou mal quelque part, eh ben, mon appétit va en pâtir. C'est-à-dire que je vais certainement perdre un petit peu peut-être d'appétit ou alors, situation de stress, je vais manger mes émotions. Le sommeil, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on va vivre quelque chose dans sa vie, le sommeil va être perturbé. Soit, il y en a qui vont se plonger dans le sommeil et qui vont ne plus vouloir en sortir. Dans ces cas-là, c'est pas super. Et soit, on va carrément avoir des insomnies. Votre enfant, en fait, quand il va grandir, il va se développer neurologiquement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va apprendre à parler, des moments où il va apprendre à manger. Tout est source d'apprentissage pour l'enfant et d'acquisition. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais manger, c'est pas inné chez un enfant. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les connexions neuronales puissent se faire et neurologiques et nerveuses puissent se faire pour que bébé ouvre la bouche, lève la langue, mâche, déglutisse. Tout ça, c'est toute une machine qui se met en route, en fait. C'est-à-dire que c'est pas inné, d'accord? Il sait téter, mais il sait pas manger. Donc, il va apprendre. C'est nous qui avons décidé, adultes, de dire, OK, la science a décidé de se dire, OK, à partir de 6 mois, il faut qu'on complète l'alimentation d'un enfant parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait plus de ci, plus de ça, etc. Donc, on vient induire, en fait, quelque chose qui n'est peut-être des fois, parfois pas capable de faire tout de suite. Donc, tout ça, ça va venir perturber son besoin fondamental, le sommeil, tout simplement. C'est-à-dire que n'importe quoi dans la vie d'un enfant va venir perturber son sommeil. Mais j'ai envie de te dire, Karine, n'importe quoi dans la vie d'un adulte va venir perturber son sommeil. Clairement, ouais. D'accord. Sauf que l'enfant, ça va être de façon plus régulière parce qu'il se développe extrêmement vite. Si on regarde un peu, 18 mois, 2 ans, l'enfant, il apprend à manger, à parler, à marcher, à jouer, à se mettre debout, à se mettre à 4 pattes, à rigoler. Il apprend à découvrir des nouveaux visages. Enfin, c'est vraiment, si nous-mêmes, en 18 mois, 2 ans, on avait tout ça à faire, je peux te dire qu'on dormirait nous-mêmes pas très, très bien. Donc déjà, ça, c'est quelque chose à mettre dans votre tête. Votre enfant est un être en perpétuelle évolution pendant très longtemps. Donc, on va devoir accompagner encore une fois. Maintenant, il faut être au clair aussi avec le schéma normal. Un enfant, il sait dormir. Il va être perturbé de temps en temps par des choses qu'il va vivre. Mais de manière générale, le sommeil n'est pas un problème. De manière générale. Gardez en tête aussi que les gens s'expriment quand il y a des problèmes. D'accord ? Les gens s'expriment rarement quand il n'y a pas de problème. C'est très rare. Voilà, c'est rare qu'on voit « Oh, j'ai super, tout va bien dans ma maternité, j'ai un super bébé qui dort super bien. Tu vois, c'est très rare qu'on ait envie de s'exprimer. Ouais. D'accord ? Donc, forcément, les réseaux sociaux emmènent un petit peu ce côté « Ah, mais tout le monde a des problèmes. » Non. Moi, ça fait 19 ans que je fais ça. J'ai vu des milliers de familles. Toutes les familles que je rencontre n'ont pas de problème de sommeil. Donc, quand on a une difficulté de sommeil, ça existe. Ça existe qu'un enfant ait des difficultés. Et puis, ces difficultés, elles ont plusieurs facteurs. D'accord ? Elles ont plusieurs choses qui viennent les provoquer. Soit je peux avoir une horloge biologique d'un bébé qui est déséquilibrée parce qu'il a X ou Y contexte qui n'est pas favorisant, qui a une histoire derrière la grossesse, qui a une histoire derrière l'accouchement, tu vois. Plein de petits détails qui pourraient venir perturber le sommeil de mon bébé. Je peux avoir aussi des pathologies qui viennent perturber le sommeil de mon bébé, comme du reflux gastro-œsophagien, par exemple, comme un allaitement, par exemple, qui n'est pas optimal. Un allaitement qui fonctionne pas super bien, ça va perturber le sommeil de mon bébé, parce que son alimentation n'est pas complètement assouvie, donc forcément, le sommeil va pas l'être aussi complètement. Donc, en fait, les difficultés existent et elles ont une raison, ces difficultés. On ne va pas régler la difficulté qu'on rencontre avec le sommeil de son enfant en appliquant des méthodes de dressage parce qu'encore une fois, on va passer à côté de ce que nous dit notre enfant. Donc, on essaye toujours d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mon bébé ne dort pas correctement ? Qu'est-ce qui vient freiner son sommeil ? Eh bien, je cherche et je vais observer. Et puis, parfois, c'est juste parce que je ne connais pas bien mon bébé, parce que je ne connais pas son rythme, en fait, tout simplement, et je ne sais pas comment il fonctionne. Donc, j'ai juste à observer mon bébé, à apprendre à le connaître, à apprendre comment fonctionne son sommeil, comme j'apprends à connaître comment fonctionne son alimentation, comme j'apprends à savoir quand est-ce qu'il est prêt à marcher, comme j'apprends à savoir quand est-ce qu'il est prêt à parler. Mais le sommeil, hop, on le met de côté, alors que c'est la même chose que le reste. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que le sommeil se comprend. Comme tout ce qui concerne vos bébés, vous renseignez sur tout. Vous renseignez sur quelle chaise acheter, quel porte-bébé choisir, quel biberon, comment j'allais. Tu vois, on se renseigne sur tout, mais pas sur le sommeil. Ouais, alors, c'est vrai. Voilà. Donc, complètement. Voilà, il faut juste se dire, OK, le sommeil fonctionne d'une certaine manière, comme l'alimentation, comme le développement de mon bébé. Je vais me renseigner, puis je vais me dire, OK, comment il fonctionne le sommeil de mon bébé ? Comment je vais pouvoir l'aider au mieux à dormir correctement ? Mais en sachant
que ça va être perturbé, tu vois. Donc, c'est un petit peu le défi des parents aujourd'hui de s'intéresser pas uniquement à la préparation, on va dire, matérielle de la maternité et de toute cette nouvelle vie, mais aussi à cette préparation psychique et d'aller chercher des informations sur comprendre comment fonctionne son bébé, dont le sommeil aussi. C'est ce que tu dis, je pense que s'il y a un truc à retenir au sens large de tout ce que tu es en train de nous dire, et c'est un truc qu'on oublie, c'est le fait de comprendre effectivement et de chercher des réponses et de chercher à mieux connaître son enfant. Et t'as raison, je pense que, enfin même moi j'avais tendance à du coup aller chercher des infos partout, à essayer d'appliquer, comme tu disais, des règles, des machins, des trucs. Et en fait ton enfant c'est pas un problème mathématique quoi, c'est pas voilà problème solution, c'est effectivement un être avec toutes ses spécificités. Et là-dessus je pense que ton enfant tu dois le comprendre, même toi en tant que mère, parce qu'on a aussi l'impression que c'est notre enfant entre guillemets, et donc aussi il y a ce côté un peu possession machin qui est encore un autre sujet, mais je veux dire c'est mon enfant donc j'ai pas besoin de me poser ces questions, je sais ce qui est bon pour lui, je sais à sa place, je sais machin, et en fait mais absolument pas. Et je sais que là-dessus ton programme sur le sommeil nous a beaucoup aidé, sur le côté du rythme du sommeil etc. Moi j'avais l'impression que voilà c'était mon bébé, j'allais comprendre comme ça, voilà il ferme les yeux, il dort, donc c'est pas comme ça que ça se passe, et de se dire il faut essayer de chercher derrière, de voir les signes, de voir tout ça. Mais enfin, typiquement, avant de te découvrir, j'avais jamais entendu parler de ça, alors que effectivement, chaque enfant va vivre et va avoir son rythme différent. Et moi, j'avais l'impression que à 16h, tous les enfants allaient se réveiller de leur sieste, et que à 20h, tous les enfants étaient prêts à aller au lit. Et en fait, non, ton enfant a son propre rythme, il faut être capable de l'observer et tout. Et pour te dédramatiser un peu la situation et déculpabiliser, c'est primordial effectivement tout ce que tu expliques. Le dernier point du coup c'est le côté un peu se comparer et juste se dire et entendre, en tout cas je suis sûre et certaine que toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà entendu cette phrase et ces éléments de comparaison, se dire ah tu fais comme ça, bah moi l'allaitement je l'ai arrêté à 2 mois et mon bébé n'en est pas mort, moi je l'ai laissé pleurer et il en est pas mort, moi il faisait ses nuits, ou alors moi je ne dormais pas avec lui, parce qu'il y a aussi ce sujet, mais quoi tu dors encore avec ton enfant, mais quoi tu le prends dans tes bras, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, et mon enfant va très bien, il était très équilibré, donc c'est toi qui fais les choses mal et qui devrais faire autrement quoi. Il y a une vraie pression autour de ça, autour de je sais mieux que toi ce qui est bon parce que moi c'est comme ça que j'ai fait. Je sais pas comment toi tu vois les choses là-dessus, et si t'as des conseils pour un peu encore une fois dédramatiser et souffler un peu, de se libérer en tout cas de ces idées. Moi, je parle dès la grossesse, justement. Donc, tu sais, j'accompagne les femmes aussi parfois pendant la grossesse et avant, de village. Vraiment, le conseil que je donne aux familles, c'est de préparer leur village en amont. C'est-à-dire, le village, qu'est-ce que c'est? Le village, c'est toutes les personnes qui vont m'entourer pendant ma maternité, pendant ce processus un petit peu de nouvel état. Parce que j'étais une femme, j'étais un homme, et puis en tout cas, je rajoute quelque chose, je deviens une mère et je deviens un père. Et puis, d'un seul coup, je vais avoir droit, effectivement, à tous 1001 conseils autour de moi qui, à la base, ne sont pas malveillants. À la base, d'accord? C'est-à-dire que la maternité, c'est un moment de partage. Encore une fois, historiquement, on était dans un moment où c'est une famille qui accueille un nouvel enfant. C'est pas qu'un papa et une maman, c'est carrément une famille. Il y a une transmission culturelle, il y a une transmission transgénérationnelle qui se fait autour de la maternité. Ça, c'est l'histoire qui a voulu ça. Aujourd'hui, on est un petit peu seul face à ça. On est souvent tout seul parce qu'on est peut-être parti loin de ses familles. Enfin, tu vois, on est isolé. Donc, c'est la société actuelle qui veut ça. Mais on garde encore cette volonté, si tu veux, de l'entourage d'aller, si tu veux, guider un petit peu. Alors, c'est fait de façon très, très maladroite. Et moi, ce que je dis dans la première des choses, c'est vraiment les personnes qui vous font ressentir de la culpabilité, qui vous font vous sentir pas à l'aise dans votre maternité, puis douteuse dans vos choix ou des choses comme ça. On met des œillères et on s'en éloigne. On s'autorise à couper les ponts avec certaines personnes pour réussir à se construire en tant que parent. Et on se construit. On peut se construire seul aussi, on peut se construire en tout cas loin des personnes qui viennent nous faire ressentir des choses et que l'on n'aime pas vraiment, d'accord? Qui ne peuvent nous faire douter. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire que même si on n'a pas tous les outils,
On a toujours quelque chose à l'intérieur qui vient guider nos choix. Et les choix qui sont faits avec amour, dont l'intention dans les choix qu'on va faire concernant nos enfants, sont faits avec amour, avec respect, dans un but d'accompagnement bienveillant de son enfant et qui nous font ressentir des choses positives à nous en tant que parents, eh bien, on les fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs, on s'écoute soi-même. C'est un voyage personnel et intérieur que l'on fait. C'est pas le voyage de quelqu'un d'autre, d'accord? Tu as tes propres valises, tu as tes propres histoires, tu as tes propres représentations, tu as tout qui t'est propre à toi. Et même avec ton conjoint, des fois, c'est compliqué parce que vous n'avez pas les mêmes regards sur certaines choses. Donc, quand c'est ton conjoint, c'est normal que tu te poses, que tu discutes et qu'on communique et qu'on essaye de voir, OK, bon, toi, tu vois les choses comme ça, moi, je les vois comme ça, quel terrain d'entente on peut trouver? Mais quand c'est des personnes extérieures qui n'ont pas d'impact sur la vie de la personne que tu es en train d'élever, excuse-moi, mais on s'en éloigne, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ultra simple, oui. C'est très simple. Maintenant, il y a l'histoire des réseaux sociaux qui viennent surtout appuyer et qui viennent vous mettre sous le nez, en fait, tous les jours, comment font les autres. Donc, soit tu te gonfles de confiance et tu te dis, OK, je regarde ce qui se fait ailleurs, je prends ce qui me plaît, je jette ce qui me plaît pas, mais je reste confiante dans moi, ce que je fais, soit je me coupe des réseaux sociaux, tout simplement. Parce que si je suis pas capable de faire la part des choses, je m'éloigne de ces choses-là. Donc, soit tu es confiant et tu te dis, OK, moi, je fais pas comme ma copine, je fais pas comme ma voisine. Peut-être que eux, ils ont pas fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Ça me va, ça me convient. Je suis droit dans mes bottes quand je fais ça. Bah, point, en fait. Il y a même pas à aller plus loin que ça. Et si je n'y arrive pas, soit je me coupe de ce qui me fait douter, qui me fait culpabiliser, soit je me dis, bon, peut-être que j'ai une fragilité que j'ai besoin de faire accompagner. Peut-être que, effectivement, j'ai une fragilité, émotionnelle et une faille, en fait, à l'intérieur qui vient vraiment me perturber dans ma maternité. Et dans ces cas-là, sincèrement, il y a tout ce qui va être santé mentale autour de la maternité qui est importante aussi à prendre en considération. Mais la confiance, booster votre confiance, vraiment. Dire la maternité, devenir père, devenir mère, ça doit nourrir votre confiance et pas le contraire. Si ça fait le contraire, on va savoir pourquoi et surtout on ne culpabilise pas parce que notre histoire ne sera pas celle du voisin, ne sera pas celle d'une autre personne. Donc, on se regarde dans un miroir, on fait son voyage et on enlève les valises qui sont trop lourdes. C'est surtout ça. Quelle belle phrase de fin, franchement très très belle image, j'aime beaucoup l'idée du voyage et des valises, ça amène à bien réfléchir et en fait t'as raison, c'est juste ultra simple, il faut juste le faire quoi, il faut juste se faire confiance et occulter ce qu'on n'a juste pas besoin de voir ou d'entendre. Merci beaucoup Audrey, vraiment merci beaucoup pour ton temps et j'espère que vous derrière l'écran ça vous aura aidé, j'en suis sûre, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Je vous remettrai de toute façon dans la description parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont vouloir creuser un petit peu. Je vous remettrai dans la description tous les liens vers le contenu qu'Audrey propose qui vous aidera, c'est absolument certain, comme moi il m'a aidé et qui m'aide encore au quotidien. Merci beaucoup Audrey pour tout ça et merci d'exister. Encore une fois je le répète mais c'est important, c'est important de le dire. Merci à toi en tout cas Karine pour cet entretien qui est toujours très enrichissant, enfin partagé, j'aime ça donc c'est parfait. Et puis pareil, voilà, comme toi, hein, je partage beaucoup de contenu informatif qui guide un petit peu, qui éveille les consciences. Voilà, moi je suis plutôt dans le côté j'éveille les consciences, je dis pas ce qu'il faut faire. Mais je vous mets sur la piste, après faites ce que vous voulez quoi, c'est tout. C'est ce dont on a besoin, donc merci. Merci à toi, à bientôt. Voilà, donc j'espère que cette discussion vous aura plu, intéressé, qu'elle aura fait avancer quelques petites choses dans votre esprit. N'hésitez pas à partager à vos proches si vous pensez que cette vidéo pourra aider ou libérer un petit peu les consciences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo et cette première à deux, n'hésitez pas à me le dire et à me faire des retours, à mettre un like évidemment si elle vous a plu. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos un peu avec ce genre d'invités sur des discussions sur plein de sujets, hein, pas que la parentalité, mais 1 million de sujets, n'hésitez pas à le dire et je travaillerai volontiers sur la création d'autres vidéos. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à me retrouver sur Instagram, également à retrouver Audrey sur ses plateformes, elle est très présente sur Instagram au quotidien. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!